Le soir de Noël, ma famille a abandonné ma nièce de 9 ans, à un arrêt de bus désert, et ils sont partis pour des vacances de luxe sans elle. Tu gâches toujours Noël, lui ont-ils dit. Moi, je n'ai pas hésité. J'ai agi. 6 mois plus tard, ils ont reçu une lettre, et leurs vies ont commencé à s'effondrer. Si vous m'aviez demandé, 1 heure plus tôt, ce que je faisais le soir de Noël, je vous aurais répondu quelque chose d'ennuyeux, et de tout à fait normal. Des pyjamas assortis, une plaque de biscuits refroidissant sur le comptoir, et mon mari, Michael, faisant semblant de ne pas être surexcité par notre tradition annuelle, manger le dîner directement dans des assiettes en carton, parce que c'est Noël, et que je refuse de faire la vaisselle. Puis, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher. Les numéros inconnus, ce sont soit des arnaques, soit des gens qui essaient de vous parler de la garantie prolongée de votre voiture. Je n'ai même pas de voiture qui vaille la peine d'être prolongée. J'ai répondu quand même, parce que le soir de Noël vous rend bêtement optimiste. Comme si, peut-être, cette fois-ci, l'univers appelait pour vous annoncer une surprise, ou que vous alliez enfin avoir un moment de répit. Allô ? Il y a eu un petit hoquet de respiration, à l'autre bout du fil. Un petit son, comme quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer, et qui échoue. Tante Anna. Mon estomac est tombé si vite, que j'ai eu l'impression d'avaler le sol. Sophie ? Ai-je dit, déjà debout, marchant vers la fenêtre du salon comme si je pouvais l'apercevoir à travers la vitre. Sophie, ma chérie, où es-tu ? C'était ma nièce, 9 ans, la gamine qui vous serre toujours trop fort dans ses bras, et qui s'excuse quand vous lui donnez un verre d'eau, comme si le simple fait d'exister était une dette qu'elle devait vous rembourser. Elle a reniflé. Je suis à un arrêt de bus. Un arrêt de bus ? Ma voix est sortie trop forte. Michael a levé les yeux du canapé, la télécommande figée dans sa main. Quel arrêt de bus ? Je ne sais pas. Il fait noir. Il y a un panneau. J'essaie de le lire. J'ai forcé ma respiration à se calmer. D'accord, doucement. Dis-moi ce qui s'est passé. Il y a eu une pause, puis les mots sont sortis d'un coup, comme si elle ne les disait pas assez vite, ils allaient disparaître. Maman m'a déposé ici. Mon cerveau a essayé de rejeter cette phrase, comme un ordinateur refusant un fichier corrompu. Kayla t'a déposé où ? Ai-je demandé. Kayla, ma sœur cadette, était le genre de personne capable de transformer n'importe quelle situation en une performance. Des larmes sur commande, des sourires comme des armes. Son rôle préféré était celui de la mère incomprise, qui mérite toujours plus d'aide. À l'arrêt de bus, a chuchoté Sophie, comme si c'était moi qui avais du mal à comprendre. Ils ont dit que je devais prendre le bus pour rentrer à la maison. Qui, il ? Tout le monde, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Maman, Brendan, mamie et papy. Harper et Liam. Mes parents. Le mari de Kayla, Brendan, qui est le beau-père de Sophie. Et les 2 plus jeunes enfants de Kayla, Harper et Liam, qui étaient traités comme le petit Jésus en personne, même quand ils arrachaient les décorations du sapin pour les lécher. Ils étaient tous dans la voiture. Sophie a dit qu'il riait. La pièce est devenue trop silencieuse autour de moi, comme si l'air avait été aspiré, et remplacé par de l'électricité statique. Sophie, ai-je dit avec précaution, pourquoi es-tu à un arrêt de bus ? Elle a pris une inspiration tremblante. Ils ont dit que je gâchais toujours Noël. Ma main s'est serrée sur mon téléphone. Quoi ? Ils ont dit que je gâchais toujours Noël pour tout le monde, a-t-elle répété. Et la façon dont elle l'a dit, comme si elle essayait d'accepter cela comme un fait, a fait monter en moi une colère brûlante, et tranchante. Maman a dit que j'avais tout gâché, et ils m'ont dit de prendre le bus, de rentrer, et de passer Noël toute seule. J'ai cligné des yeux, violemment. Toute seule ? Mais il n'y a personne à la maison. Elle a dit. Ils ont dit que je pouvais utiliser ma clé. Je pouvais entendre le vent dans la ligne. Le vide abyssal de l'endroit où elle se trouvait. Mon esprit a commencé à fabriquer des images que je ne voulais pas voir. Une route sombre, un banc vide, la lumière d'un abribus qui grésille, comme dans un film d'horreur. Comment fais-tu pour m'appeler ? Ai-je demandé. Parce que ça n'avait pas de sens. Sophie n'avait pas de téléphone.
Kayla prétendait qu'elle ne voulait pas que les enfants soient collés aux écrans, ce qui était hilarant, puisque Kayla, elle, était chirurgicalement attachée au sien. Une dame m'a laissé utiliser le sien, a chuchoté Sophie. Je me suis souvenu de ton numéro. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Mon numéro, qu'elle connaissait depuis l'époque où je la gardais, de toutes ces fois où j'avais essayé d'être l'adulte supplémentaire dans sa vie, parce que celle que la biologie lui avait assignée la traitait comme un reçu encombrant. D'accord, ai-je dit. Reste avec elle. Reste exactement là. Est-ce que tu vois un magasin, un bâtiment, quelque chose? Il n'y a rien, a-t-elle répondu. Juste une route, un panneau, et un banc. Lis-moi le panneau. Elle a reniflé, a marmonné, puis a réessayé. Ça dit Pin quelque chose. Pin Ridge et la route 16. J'ai ouvert les cartes sur mon téléphone avec des doigts tremblants. Mes yeux parcouraient l'écran frénétiquement. Pin Ridge, route 16. Mon téléphone me proposait 3 Pin Ridge, et aucun d'eux n'était un endroit où l'on voudrait laisser une enfant de 9 ans attendre seule. Sophie, ai-je dit, en essayant d'empêcher ma voix de se briser, je viens te chercher. Non. A-t-elle lâché? S'il te plaît, n'appelle pas maman. Je n'allais pas, j'ai commencé, mais elle m'a coupé, la peur débordant de sa voix. Elle va être en colère. Elle va être vraiment furieuse. Elle m'a dit de ne pas le faire. Elle m'a dit de rentrer à la maison. Sa voix est redevenue minuscule. Elle a dit que je gâchais tout. J'ai fermé les yeux. C'était là. Cette chose qui flottait à la limite de ma conscience depuis des années. Pas un bleu, pas un titre de journal dramatique, juste une gamine qui croyait être la raison pour laquelle les fêtes tournaient mal. Écoute-moi bien, ai-je dit, et je me fichais que Michael me regarde, ou que ma voix soit devenue basse, et dangereuse. Tu n'as rien gâché du tout. Tu m'entends? Il y a eu un silence. D'accord, a chuchoté Sophie, mais on aurait dit qu'elle ne me croyait pas. Passe-moi la dame, ai-je dit doucement. Est-ce que je peux lui parler? Un mouvement étouffé, une nouvelle voix. Adulte, féminine, méfiante. Allô? Bonjour, ai-je dit, me forçant au calme. Je m'appelle Anna. Je suis la tante de Sophie. Merci de l'avoir laissé utiliser votre téléphone. Où êtes-vous exactement? La femme a hésité. Nous sommes à l'arrêt près de Pin Ridge. Il n'y a personne ici. Je passais par là en voiture, et je l'ai vue assise, en train de pleurer. Je ne voulais pas la laisser seule. Ma gorge s'est serrée. Vous avez fait ce qu'il fallait. Pouvez-vous rester avec elle encore quelques minutes? J'arrive tout de suite. Je le ferai, a-t-elle dit d'une voix ferme. Je ne la laisserai pas. Merci, ai-je soufflé. Merci infiniment. J'ai repris Sophie au téléphone. Je suis en route, lui ai-je dit. Reste avec elle. Je serai là aussi vite que possible. Tante Anna. Oui, ma puce. Est-ce que je suis méchante? A-t-elle chuchoté. J'ai dégluti péniblement. Non, ai-je dit. Tu ne le es pas. Et puis j'ai raccroché. Parce que si je restais en ligne une seconde de plus, j'allais dire quelque chose qui pousserait Michael à m'arracher les clés des mains, et à me consigner comme une adolescente. Michael était déjà debout. Où est-elle? À un arrêt de bus, ai-je répondu en attrapant mon manteau. Au milieu de nulle part. Kayla l'a abandonné. Le visage de Michael a pris une expression compliquée, et laide. Il n'a pas demandé si j'étais sûr. Il n'a pas dit qu'il y avait peut-être un malentendu. Il n'a pas proposé d'alternative calme et raisonnable, du genre attendons de voir. Il a juste dit, je viens. C'est moi qui conduis. D'accord, ai-je lancé par automatisme. Très bien, a-t-il ajouté, alors moi je m'occupe de la navigation, et j'apporte une couverture. Il bougeait vite, sans s'affoler, de manière résolue. Comme si, au moment où il avait compris qu'un enfant était seul, quelque chose s'était verrouillé en lui. Nous avons passé la porte en moins de 2 minutes. Les biscuits étaient oubliés. La musique de Noël jouait encore dans le salon, comme une plaisanterie cruelle. Dans la voiture, mes mains étaient crispées sur le volant, les articulations blanches.
À mi-chemin, mon téléphone a vibré. Kayla. Je l'ai regardé comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Sophie m'avait supplié de ne pas l'appeler, et je ne l'avais pas fait. Mais que Kayla m'appelle le soir de Noël n'était pas normal, sauf si elle voulait quelque chose. J'ai répondu en haut-parleur, car si je tenais le téléphone, mes mains allaient trembler. Anna. La voix de Kayla était enjouée. Trop enjouée. Joyeux réveillon. Tu fais quoi? J'ai senti le goût du sang là où j'avais mordu l'intérieur de ma joue. Je conduis, ai-je dit. Et vous, comment se passe votre voyage? Un petit rire. Oh, waouh. C'est incroyable. Les enfants sont tellement excités. Comment va Sophie? Ai-je demandé, comme si je demandais la météo. Comme si je n'étais pas à 2 secondes de m'arracher les cheveux. Une pause. Juste assez longue. Kayla a poussé un soupir théâtral. Oh, n'en parle même pas. Elle a été un cauchemar. Mon estomac s'est tordu. Le regard de Michael s'est fixé sur moi, tranchant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé. Elle boudait, elle pleurnichait, et elle agissait comme si tout tournait autour d'elle, a dit Kayla, comme si elle décrivait un adulte capricieux lors d'une fête de bureau. Elle a gâché toute l'ambiance. Encore ce mot. Gâché. Comme si Sophie était une boisson renversée que l'on ne pouvait pas nettoyer. Alors, a continué Kayla avec désinvolture, on l'a renvoyée à la maison. J'ai cligné des yeux. Vous l'avez renvoyée à la maison? Bah oui, a-t-elle répondu, comme si c'était moi qui exagérais. Elle a 9 ans. Elle a une clé. Il y a de la nourriture dans le frigo. Elle peut se débrouiller. Ce n'est pas comme si on l'avait abandonnée en pleine forêt. Ma prise sur le volant s'est resserrée à m'en faire mal aux doigts. Quel bus a-t-elle pris? Ai-je demandé, jouant toujours la carte du calme, car Sophie avait raison, Kayla serait furieuse si elle savait. Celui qui rentre, peu importe lequel, a dit Kayla. Il y a un bus direct. Ça va aller. Et maman et papa étaient d'accord avec ça? Ai-je demandé. Kayla a ri comme si j'avais raconté une blague. Maman a dit qu'il était temps que quelqu'un lui apprenne les conséquences de ses actes. Papa ne voulait pas s'occuper du mélodrame. Brendan est soulagé. Et honnêtement, Harper et Liam s'amusent beaucoup mieux sans elle, elle pompe toute l'attention. J'ai senti un goût métallique dans la bouche. De la rage. De l'incrédulité. Le genre de colère si pure, qu'elle devient froide. Kayla, ai-je dit, ma voix stable par la seule force de ma volonté, tu as envoyé une gamine de 9 ans seule, dans un bus, le soir de Noël. Elle n'était pas seule à la maison. A brusquement répliqué Kayla, l'irritation pointant. Elle était dans un bus. Ne gâche pas tout pour nous, Anna. C'est Noël. Je fixais la route. C'est ça, ai-je dit doucement. Joyeux Noël. Et j'ai raccroché. Michael n'a pas parlé pendant 1 minute entière. Il fixait juste devant lui, comme s'il mémorisait le timbre de voix de ma sœur pour pouvoir mieux la détester plus tard. Finalement, il a dit, elle pense que Sophie est déjà à la maison. Je sais, ai-je chuchoté. Nous avons accéléré. Quand nous avons enfin débouché sur ce tronçon de route désert, mes phares ont balayé un banc, un panneau, et une petite forme emmitouflée, assise de manière rigide, sous un réverbère qui vacillait comme s'il allait s'éteindre. Sophie. Ma poitrine s'est creusée. J'ai pilé, j'ai mis la voiture sur le parking, et je suis sorti avant même que la porte ne soit complètement ouverte. Sophie a levé les yeux, et pendant 1 seconde, son visage est resté vide, comme si elle ne croyait pas à ce qu'elle voyait. Puis elle s'est levée, tremblante, et elle a couru. Elle m'a percuté comme un petit boulet de canon, les bras serrés autour de ma taille, tout son corps secoué de frissons. Je savais que tu viendrais, a-t-elle murmuré contre mon manteau. Et cela a brisé quelque chose en moi, si proprement, que j'ai presque eu du mal à respirer. Je te tiens, ai-je dit, la voix rauque. Je te tiens. Derrière elle, la femme qui lui avait prêté son téléphone se tenait les bras croisés, la mâchoire serrée, comme si elle était prête à se battre contre quiconque se présenterait avec de mauvaises intentions. Merci, lui ai-je dit, les yeux piquants. Elle a hoché la tête 1 fois. Ne me remerciez pas. Mais par pitié,
ne la laissez plus jamais là. Je ne le ferai plus, ai-je promis. Et pour la première fois de la nuit, je l'ai dit comme on prononce un vœu sacré. Dans la voiture, Sophie était assise, enveloppée dans la couverture que Michael avait apportée. Elle fixait ses mains comme si elles ne lui appartenaient pas. Tu vas passer Noël avec nous, ai-je dit, en gardant un ton léger, comme si c'était le plan depuis le début. D'accord. Les yeux de Sophie se sont levés vers moi. Mais maman a dit. Je me fiche de ce qu'elle a dit, ai-je coupé, avant de m'adoucir immédiatement en voyant Sophie sursauter. Désolé, je voulais juste dire. Tu es avec nous ce soir. Le reste du trajet s'est fait en silence. La respiration de Sophie s'est progressivement ralentie. Ses épaules se sont décrispées d'un cran. Quand nous sommes arrivés, la maison sentait le sucre et la cannelle, la vie que nous étions censés avoir ce soir. Nous avons réchauffé Sophie. Nous l'avons nourrie. Nous l'avons installée sur le canapé avec une couverture, et un mug de chocolat chaud qu'elle tenait à 2 mains, comme si c'était ce qui la maintenait droite. Et puis, dans le calme douillet de notre salon, elle l'a redit. Ils ont dit que j'avais gâché Noël. Je me suis assise à côté d'elle, et j'ai fixé les lumières scintillantes de notre sapin. Quelque part ailleurs, ma sœur sirotait une boisson coûteuse en riant, tandis que Sophie était sur mon canapé, tremblante, comme si elle avait été jetée dans un monde qui ne voulait pas d'elle. J'ai regardé ses paupières s'alourdir. Je l'ai regardée lutter contre le sommeil, comme si c'était dangereux de s'endormir. J'ai remonté la couverture sur ses épaules, et j'ai pris une décision si nette qu'elle a résonné comme un déclic dans ma tête. Il ne le savait pas encore. Mais ce réveillon de Noël n'était pas la fin de l'histoire. C'était le commencement. Le favoritisme ne ressemble pas toujours à un méchant de film, qui tortille sa moustache en ricanant devant un chaudron de négligence. Parfois, cela ressemble simplement à une photo de famille, où l'on vous demande toujours de vous pousser sur le côté, pour que les plus petits soient au centre. Parfois, c'est un gâteau d'anniversaire avec des bougies que vous soufflez seul, parce que votre sœur est trop fatiguée, mais qu'elle a curieusement assez d'énergie pour ouvrir ses cadeaux en premier. Parfois, c'est avoir 13 ans, et rester debout dans le couloir en chaussettes, pendant que vos parents emmènent votre petite sœur manger une glace, parce que c'est plutôt un truc pour les petits. Kayla avait 3 ans de moins que moi, et elle a appris très tôt que le monde se pliait à ses désirs, si elle faisait la bonne grimace. Mes parents n'étaient pas des monstres. Ils ne me frappaient pas. Ils ne m'enfermaient pas dans un placard. Ils faisaient quelque chose de pire, de manière plus insidieuse, ils me faisaient sentir que j'étais facultative. Kayla était la préférée. Et pas d'une manière subtile. C'était comme une plaisanterie récurrente que tout le monde comprenait, sauf moi. J'ai essayé pendant des années de mériter ce qu'elle obtenait gratuitement. Des bonnes notes, des corvées impeccables, être facile à vivre, être reconnaissante, être invisible. Ça n'a pas fonctionné. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Non pas parce que ça ne faisait plus mal, mais parce que l'espoir coûte cher, et que j'étais fatigué de payer pour rien. Quand nous sommes devenus adultes, j'ai cru que ce serait fini. Que le favoritisme était une maladie infantile dont on guérit en grandissant. Puis Kayla est tombée enceinte. Elle sortait à peine du lycée, elle vivait encore chez nos parents. J'étais à l'université et je vivais là aussi, parce que les frais d'inscription dévoraient chaque dollar que je pensais posséder. Kayla ne voulait pas de ce bébé. Elle le disait ouvertement, comme on parle de la pluie et du beau temps. Le temps qu'elle réalise qu'elle ne pouvait plus faire machine arrière, le ressentiment s'était déjà installé dans son regard. Sophie est arrivée, toute petite, toute rose, et exigeante, comme tous les bébés. Kayla l'a portée pour les photos, puis l'a refilée comme un sac à main qu'elle n'avait pas envie de porter. Mes parents travaillaient encore. Kayla restait Kayla. Alors, le bébé a fini dans mes bras. Au début, c'était, tu peux la surveiller 1 heure? J'ai besoin d'une sieste. Puis ce fut, tu peux la prendre? J'ai des projets. Et enfin, tu es doué avec elle. Elle t'aime bien. C'est moi qui chauffais les biberons. C'est moi qui arpentais le salon à 2 heures du matin. C'est moi qui ai appris les pleurs de Sophie comme une langue étrangère. Je me disais que c'était temporaire, que Kayla finirait par mûrir, que l'instinct maternel finirait par se déclencher. Ce ne fut pas le cas. Même quand j'ai déménagé un job, un minuscule appartement, ma propre vaisselle à ne pas laver et les attentes de Kayla m'ont suivi comme une ombre.
Tu peux la prendre après le boulot? Tu peux la garder samedi? Brendan et moi avons besoin d'une soirée en amoureux. Brendan est arrivé plus tard. Un nouvel homme, un nouveau nom de famille, et une nouvelle raison pour Kayla de prétendre que tout allait bien. Quand elle l'a épousé, j'ai vraiment cru que les choses s'amélioreraient. Le mariage est censé rendre les gens plus responsables, non? J'étais bien naïve. Kayla a eu Harper, puis Liam, deux petits ouragans blonds qui pouvaient étaler du beurre de cacahuète sur un mur, et être félicités pour leur créativité. Sophie, la première de Kayla, est devenue encombrante. Pas maltraitée physiquement, au point d'avoir des bleus, mais négligée, au point d'avoir des manques. Cela se voyait dans de petites choses que je ne pouvais plus ignorer. Comme Sophie, assise à la table de la cuisine, pendant que Kayla tressait les cheveux d'Harper avec des rubans pailletés. Comme Liam, qui avait droit à une fête d'anniversaire à thème, alors qu'on disait à Sophie, on a déjà mangé le gâteau chez mamie, tu te souviens? Même si Sophie était chez moi ce jour-là. Comme Kayla et Brendan, chargeant Harper et Liam dans la voiture pour une sortie en famille, en disant, c'est plutôt pour les plus jeunes. Alors que Sophie attendait déjà devant la porte, ses chaussures aux pieds. Tu peux rester avec tante Anna, disait Kayla, comme si elle lui faisait une fleur. Et Sophie venait vers moi sans se plaindre. Comme si elle avait déjà appris à ne plus demander pourquoi. Brendan aimait agir comme s'il méritait une médaille, pour avoir épousé une femme qui avait déjà un enfant. Il disait des trucs du genre, j'ai pris mes responsabilités, et tous les hommes n'auraient pas fait ça. Comme si Sophie était un chien errant, qu'il avait adopté pour s'acheter un bon karma. Et Kayla adorait ça. Je n'ai jamais entendu Brendan appeler Sophie ma fille. Jamais. Par contre, je l'ai entendu l'appeler la gamine de Kayla bien souvent. Sophie, de son côté, m'appelait pour tout. Pour des genoux écorchés, pour des cauchemars, pour ses devoirs d'orthographe. Pour ce genre de réconfort que l'on cherche auprès de l'adulte en qui l'on a confiance. Je ne lui disais pas de mal de sa mère. Je n'en avais pas besoin. Les enfants ne sont pas stupides. Ils savent qui est là pour eux. 6 mois avant ce réveillon de Noël, tout a basculé. C'était un dîner de famille, une de ces soirées mielleuses où tout le monde fait semblant d'aller bien, parce qu'il y a de la tarte, et des témoins. Des parents étaient en visite, le genre de public pour lequel Kayla adore jouer la comédie. Sophie a été silencieuse toute la soirée. Pas un silence paisible, un silence contenu. Kayla était en mode mère parfaite, parlant des enfants et de sa vie bénie, comme si la maternité était un hobby qu'elle maîtrisait à la perfection. Quelqu'un a fait un commentaire, un truc inoffensif du genre, tu es une super maman. Kayla rayonnait. Et Sophie, d'une petite voix mais avec une grande vérité, a dit depuis sa chaise, assez fort pour que tout le monde entende, j'aimerais que tante Anna soit ma maman. La table est devenue un cimetière. Le sourire de Kayla s'est figé. Le visage de Brendan s'est crispé. La fourchette de ma mère s'est arrêtée en plein vol. Kayla a laissé échapper un rire beaucoup trop fort. Sophie, ne sois pas idiote. Sophie n'a pas ri. Elle a juste regardé ses mains, et a dit, encore plus bas, je veux vivre avec elle. Le verre de Kayla a percuté la table avec un bruit sec. Plus tard, après le départ de la famille et après que Sophie a été emmenée précipitamment hors de la pièce, Kayla m'a coincé dans la cuisine. Qu'est-ce que tu lui as raconté? A-t-elle sifflé? Rien, ai-je répondu. Parce que c'était la vérité. Kayla, elle a dit ça parce que tu lui as monté la tête? A hurlé ma sœur, les joues rouges d'humiliation. Tu l'as remplie de mensonges. C'est faux. Tu ne la verras plus. A-t-elle lancé, reprenant ce ton de mère responsable et cassante. Plus de babysitting. Plus de moments spéciaux. Plus rien du tout. Je l'ai fixé. Kayla, elle-même. La bouche de Kayla s'est tordue de mépris. Elle m'a embarrassé devant tout le monde. C'était ça. Pas de l'inquiétude pour Sophie, pas un cœur brisé. Juste de l'embarras. Après cela, je ne voyais Sophie que lors des réunions de famille, des fêtes ou des anniversaires que Kayla ne pouvait pas éviter, sans que les gens ne posent de questions. Sophie courait toujours vers moi, les bras grands ouverts, désespérée, comme si elle essayait de faire des réserves de moi pour plus tard. Kayla détestait ça. Je le voyais à la façon dont sa mâchoire se tendait, à la façon dont elle rappelait Sophie avec un Sophie,
viens ici, tranchant. Et comme je n'avais plus le droit de la garder, la solution que Kayla a trouvée était, comme par hasard, très pratique pour elle. Elle a commencé à laisser Sophie seule à la maison. Elle a 9 ans, disait-elle, comme si c'était un bouclier magique contre la mauvaise parentalité. Elle va bien. Elle a de quoi manger. Elle peut s'occuper toute seule. Pendant ce temps, Kayla et Brendan emmenaient Harper et Liam faire des trucs de gamins, des musées, des spectacles de lumière de Noël, des ateliers de maison en pain d'épices dans des endroits chics où le chocolat chaud coûte 12 $. Sophie restait à la maison, exclue de sa propre famille, à regarder l'horloge, en attendant des pas qui ne venaient pas. Je voyais ce qui se passait. Je détestais ça. Et je ne savais pas quoi faire qui n'aggraverait pas la situation. Il n'y avait pas de bleu, pas d'os brisé, pas de gros titres évidents. Juste une enfant à qui l'on apprenait, en silence, qu'elle n'était pas à sa place. Alors j'ai attendu, j'ai espéré, je me suis dit, sûrement, Kayla va finir par grandir. Sûrement, maman et papa vont remarquer. Sûrement, quelqu'un va arrêter ça. Le réveillon de Noël a prouvé à quel point j'avais tort. Parce que laisser une enfant de 9 ans seule à la maison, c'est une forme d'abandon. Mais la larguer à un arrêt de bus désert au milieu de nulle part. C'était autre chose. Et le truc avec les schémas comportementaux, c'est que quand les gens s'en sortent impunément, ils vont toujours plus loin. Kayla pensait que je m'écraserais, comme je l'avais toujours fait. Elle n'avait aucune idée de ce que j'allais faire. Sophie s'est endormie sur notre canapé, les poings serrés sur la couverture. Michael était assis en face d'elle, silencieusement furieux. Je me tenais dans la cuisine, le téléphone à la main, me repassant en boucle la voix de Sophie, je gâche toujours Noël. Et celle de Kayla, ce n'est pas comme si on l'avait abandonnée dans les bois. Quand Sophie s'est réveillée, elle a regardé autour d'elle comme si elle ne faisait pas confiance à la pièce. Puis elle m'a vu, et ses épaules se sont relâchées. Tante Anna. Je suis là, ai-je dit. Elle a dégluti. Est-ce que je peux vivre ici? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Parce que je veux que tu restes n'est pas un plan juridique. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Je ne veux pas y retourner, a-t-elle dit vite, comme si elle faisait la course contre quelqu'un qui allait lui retirer ses paroles. Jamais. Je suis entré dans la cuisine et j'ai baissé la voix. Je ne la renverrai pas. Michael n'a pas discuté. Il a juste dit, dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai avalé ma salive, et j'ai formé un plan. J'ai pris mon téléphone et j'ai fixé le nom que je n'avais pas appelé depuis des mois. Maître Reed. Pas mon avocate, techniquement. Pas encore. Une amie avocate en qui j'avais confiance, le genre de personne qui ne sucre pas les fraises, et qui ne panique pas quand les autres s'affolent. Ça a sonné 2 fois. Anna. A répondu Maître Reed d'une voix vive. Tout va bien? Non, ai-je dit. J'ai besoin de 10 minutes de ton cerveau, un soir de Noël. Un silence, puis, d'accord, parle. Alors, je lui ai tout dit. L'appel, l'arrêt de bus, la phrase de Kayla, le fait que Sophie n'ait pas de téléphone, le fait qu'elle soit censée rentrer seule en bus. Maître Reed n'a pas eu de hoquet de surprise. Elle n'a pas dit tu es sûr, comme si j'inventais tout ça pour attirer l'attention. Elle a dit, sais-tu si les bus circulaient seulement? Je me suis figé. Je vérifie, a-t-elle ajouté. Fais-le maintenant, fais une capture d'écran. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la page des transports pour l'itinéraire que Sophie avait décrit, celui que Kayla prétendait être direct. Et c'était écrit là, dans une police de caractère festive et joyeuse, aucun service. Soirée du réveillon de Noël. Mon estomac s'est retourné. Il n'y avait pas eu de bus. Pas à cette heure-là. Pas là-bas. Il ne l'avait pas renvoyé chez elle. Il l'avait juste jeté. J'ai entendu ma propre respiration s'accélérer, comme si l'air était soudain devenu plus froid. La voix de Maître Reed est revenue dans le téléphone. Anna. Pas de bus, ai-je dit, la voix plate. Il n'y avait aucun bus. D'accord, a dit Maître Reed, et son ton a changé. Toujours calme, mais avec une dureté sous-jacente. C'est important. Maintenant, écoute, documente tout, et tu dois signaler ça.
Police et services de protection de l'enfance, CPS. Mon cœur battait à tout rompre. Ce soir même, a-t-elle confirmé. Et Anna, ne te laisse pas entraîner dans une dispute familiale. Garde tes communications propres. Tiens-t'en aux faits. Laisse le système faire son travail. J'ai de nouveau regardé Sophie. Elle se frottait les yeux, petite et épuisée. D'accord, ai-je chuchoté. Après cela, nous avons agi vite. Pas de drame, pas de cris, juste de la détermination. Je suis allé au commissariat d'abord, parce qu'il était ouvert, et parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose de concret. J'ai fait une déposition à un officier dont je n'ai pas retenu le nom, tant j'étais occupé à essayer de ne pas exploser. J'ai dit la vérité. Toute la vérité. Le coup de téléphone, le lieu, la phrase sur le Noël gâché, la confirmation qu'il n'y avait pas de bus. Ensuite, j'ai appelé les services de protection de l'enfance et j'ai fait le signalement, répondant à des questions qui me retournaient le ventre, car dire les mots à voix haute les rendait plus réels. Oui, l'enfant avait été laissé seul. Oui, les tuteurs avaient quitté la ville. Oui, l'enfant était en sécurité avec moi maintenant. Oui, je pouvais la protéger. J'ai raccroché et j'ai eu l'impression de sauter d'une falaise. Sophie a dormi dans notre chambre d'amis cette nuit-là. Michael y a installé une veilleuse sans dire un mot. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé à fixer le plafond, me repassant chaque moment que j'avais autrefois balayé en me disant que ce n'était pas mes oignons. Pendant les 4 jours suivants, j'ai attendu l'appel. Pas celui de la colère, pas celui de la mise en scène. L'appel de panique. Celui qui commence par « Où est-elle ?» Celui qu'un parent normal passe à la seconde où il réalise que son enfant n'est pas là où il l'a laissé. Il n'est jamais venu. Jour 1, rien. Jour 2, rien. Jour 3, toujours rien. Sophie était chez moi, elle mangeait, elle se douchait, elle murmurait des excuses quand elle n'en avait pas besoin, tandis que sa propre famille profitait de ses vacances comme s'il n'avait pas abandonné une enfant de 9 ans. Le 4e jour, mon téléphone a sonné. Kayla. J'ai laissé aller sur la messagerie. Son message est arrivé, sec et agité, la joie des fêtes envolée comme si on avait actionné un interrupteur. Anna, rappelle-moi. Sophie n'est pas là. Elle n'est pas à la maison. Sais-tu où elle est? Pas de est-ce qu'elle va bien? Pas de est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Juste où est-elle? Comme si Sophie était un sac à main égaré. J'ai appelé Maître Reed. Elle m'a dit, ne lui réponds pas directement. Laisse les services sociaux gérer ça. Peu après, Madame Leva, l'assistante sociale assignée au dossier, m'a appelé pour confirmer ce que je sentais déjà dans mes os. Un dossier était ouvert. On discutait d'un placement. Des entretiens allaient avoir lieu et oui, Kayla serait contactée. Pas par moi, mais par les conséquences qu'elle avait tenté de fuir. Pendant quelques jours après cela, Kayla ne s'est pas soudainement transformée en mère inquiète. Elle est devenue ce qu'elle était toujours quand elle se sentait acculée, bruyante. Quand elle a enfin appris que Sophie était en sécurité chez un membre de la famille, le commutateur a basculé. Ce n'était pas de la panique. C'était de l'indignation, des accusations, un langage dramatique. Ce genre de colère qui parle moins de Sophie que de contrôle. Les messages ont commencé à arriver un par un, espacés juste assez pour sembler délibérés. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'avais pas le droit. Tu essaies de ruiner ma vie. Tu retournes ma fille contre moi. Je n'ai pas répondu. Puis, il y a eu le silence. Pas celui qui est apaisant. Celui où l'on peut presque entendre quelqu'un refaire ses calculs. Quelques jours plus tard, le ton de Kayla a encore changé. Pas plus doux, juste plus froid. Un message est arrivé, plus court et plus tranchant. C'est bon. Garde-la. Elle te voulait de toute façon. Et puis un autre, parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de retourner le couteau dans la plaie, ne viens pas pleurer chez moi quand tu ne pourras plus la supporter. Elle gâche tout. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Madame Levis a programmé des appels et des réunions. Kayla en a manqué une. Brendan en a manqué une autre. Mes parents n'ont répondu à une demande d'entretien que plusieurs jours plus tard.
Personne n'avait l'air de quelqu'un de désespéré à l'idée de récupérer Sophie. Ils avaient l'air de gens en colère que leur gâchis ait été exposé, et soulagés que quelqu'un d'autre s'en occupe. Au moment où Maître Reed a prononcé les mots au placement temporaire, quelque chose en moi s'est desserré. Sophie était toujours là, légalement ici. La voix de Maître Reed est restée calme quand elle a dit « Si tu veux que ce soit permanent, on lance la procédure. Tu devras être prête. » J'ai regardé Sophie ce soir-là, pelotonnée sur notre canapé, concentrée sur un dessin animé comme s'il lui apprenait une langue appelée sécurité. « Je suis prête », ai-je chuchoté. Cela faisait des années que je l'élevais de toutes les manières qui comptent. Je l'aimais comme si elle était la mienne, et je n'allais pas continuer à vivre en sursis. Kayla pensait encore qu'il s'agissait d'un caprice dont je finirais par revenir. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, car 6 mois plus tard, il recevrait une lettre, et du jour au lendemain, les gens qui avaient hâte de se débarrasser de Sophie allaient devenir désespérés à l'idée de la récupérer. 6 mois plus tard, les choses étaient presque calmes. Pas un calme de guérison. Pas un calme de on est de nouveau une famille. C'était plutôt ce genre de calme que l'on obtient quand quelqu'un arrête de se battre, parce qu'il a décidé qu'il s'en fichait assez pour ne plus rendre les coups. Kayla manquait les appels. Brendan ne se présentait pas à la moitié des réunions. Mes parents restaient opportunément vagues. La paperasse avançait sans drame, ce qui, si vous connaissez ma famille, tenait presque du miracle. J'ai commencé à m'autoriser cette pensée, bientôt, elle sera à moi sur le papier aussi. Puis Maître Reed m'a appelé, Anna, viens à mon bureau aujourd'hui. Pas de bonjour, pas de blague. Juste ce ton que les avocats utilisent quand ils ne veulent pas que vous paniquiez avant d'être assis. Quand je suis arrivé, mon estomac avait déjà décidé que nous avions des ennuis. Maître Reed n'a pas perdu de temps. Elle a fermé la porte, m'a tendu une copie d'une lettre et a dit, ta sœur et tes parents ont reçu ceci. J'ai baissé les yeux. En tête d'un cabinet d'avocats spécialisé en succession. Une formulation formelle. Le genre d'enveloppe qui n'apparaît que si quelqu'un est mort, ou si quelque chose de coûteux a changé de main. Maître Reed a pointé un paragraphe avec son stylo. Lis ça. Je l'ai lu une fois, puis deux, parce que mon cerveau refusait que les mots signifient ce qu'ils signifiaient. Un trust, au nom d'un enfant mineur, le nom de Sophie. Et un chiffre si grand qu'il m'a asséché la bouche. Pendant une seconde, la réaction normale a essayé de prendre le dessus. C'est incroyable. Ça change une vie. Mais ce n'était pas incroyable. C'était comme si quelqu'un venait de jeter une allumette allumée au milieu de tout ce que je m'étais battu à stabiliser. Maître Reed observait mon visage. Oui, a-t-elle dit doucement. C'est bien réel. Ma propre voix m'a semblé étrangère quand j'ai demandé, ils le savent? Ils ont été notifiés, a-t-elle répondu. Ce qui signifie, elle a marqué une pause juste assez longue pour que l'effroi s'installe totalement, point que c'est peut-être le moment où ils vont soudainement décider qu'ils veulent récupérer Sophie. Et là, j'ai compris pourquoi les derniers mois avaient été si faciles. Ils n'en avaient pas fini. Ils attendaient juste une raison. L'après-midi suivant, Maître Reed a rappelé. Pas de salutation, pas d'échauffement. Ils ont pris un avocat, a-t-elle annoncé. Ma gorge est devenue sèche. Kayla. Kayla et Brendan. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Maître Reed a expiré. Une réunification immédiate. Ils prétendent que tu as manipulé Sophie. Ils veulent qu'elle leur soit rendue. J'ai laissé échapper un rire qui n'était pas de l'humour, mais de l'incrédulité pure qui s'échappait de mon corps. Rendue? Ai-je répété comme s'il s'agissait d'un colis. Oui, a dit Maître Reed, c'est ça. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée chez moi. Un en-tête propre, un langage soigné, des intentions sales. Je l'ai lu une fois, puis deux, puis je l'ai posé très prudemment, comme si le papier pouvait me mordre. Sophie n'avait pas besoin de voir la lettre pour savoir que quelque chose avait changé. Elle a levé les yeux de la table de la cuisine, a vu mon visage, et s'est figée. Est-ce qu'ils viennent? A-t-elle chuchoté. Je me suis accroupi près de sa chaise. Tu es en sécurité. Elle a hoché la tête, comme si elle voulait me croire, comme si la croyance était quelque chose qu'elle devait pratiquer. Cette nuit-là, Kayla m'a enfin envoyé un texto. Pas de « Comment va Sophie ?» Pas de « Je suis désolé ».
Une performance. Tu as volé ma fille. Tu l'as empoisonnée contre moi. Je veux qu'elle rentre à la maison. Je n'ai pas répondu. Si j'avais répondu, j'aurais dit ce que je pensais vraiment, et Maître Reed aurait dû me facturer pour incendie criminel. Le lendemain, un autre message, on se voit au tribunal. Et puis ma mère a laissé un message vocal, un seul. Et on aurait dit qu'elle l'avait répété. Anna, ça va trop loin. La place de Sophie est dans sa famille. Je l'ai écouté 2 fois, attendant le moment où ma mère se souviendrait que Sophie était une enfant. Ce moment n'est jamais venu. Maître Reed a agi comme une machine après cela. Elle a tout imprimé. Capture d'écran, rapport, notes, réunion manquée. Elle a empilé les paroles de Kayla en rangées soignées, là où personne ne pourrait prétendre qu'il s'agissait de malentendus. C'est bon, garde-la. Elle te voulait de toute façon. Ne viens pas pleurer quand tu ne pourras plus la supporter. Elle gâche tout. Maître Reed a tapoté les papiers. C'est pour ça que je t'ai dit de garder les preuves. Mes mains étaient froides. Et si le juge la croit? Maître Reed n'a pas scié. Kayla a écrit son mobile noir sur blanc. Elle ne s'est juste pas rendue compte qu'elle le faisait. Le jour de l'audience, Sophie est restée à la maison. Je ne voulais pas qu'elle soit assise dans une pièce où des adultes se disputaient à son sujet comme s'il s'agissait d'un bien immobilier. Elle en avait eu assez pour toute une vie. Avant que je ne parte, elle a attrapé ma manche. Est-ce que je dois y retourner? A-t-elle demandé si bas que c'était à peine une voix. Je me suis accroupi et je l'ai regardé dans les yeux. Non, ai-je dit. Pas si je peux l'empêcher. C'était tout l'enjeu. L'audience n'était pas un film, pas de grands discours, pas de halètements étouffés, juste Kayla dans son plus beau costume de mère inquiète. Brendan agissant comme s'il s'en était toujours soucié. Mes parents ayant l'air blessés, et Maître Reed, calme et implacable, laissant les propres messages de Kayla faire les dégâts. Kayla a essayé de me dépeindre comme une femme obsédée. Maître Reed a fait glisser la capture d'écran où Kayla me disait de garder Sophie. Kayla a essayé de prétendre qu'elle s'était toujours impliquée. Maître Reed a pointé du doigt les absences, les appels manqués, le silence de 4 jours où personne n'avait même remarqué que Sophie n'était plus là. Le visage de Kayla s'est crispé quand elle a réalisé que l'histoire n'était pas « ma sœur a volé mon enfant », mais je n'en voulais pas jusqu'à ce qu'elle prenne de la valeur. La décision est tombée plus tard sur papier, une enveloppe, une ordonnance du tribunal, des mots secs qui ont tout changé. Quoi qu'il en soit, Maître Reed m'a appelé la première. Anna, a-t-elle dit, la voix plus douce que d'habitude, c'est fini. Quand je suis rentré, Sophie était dans le couloir, observant mon visage comme s'il s'agissait de la seule réponse qui importait. Je ne l'ai pas fait attendre. Je me suis agenouillé et j'ai hoché la tête. Sa respiration s'est saccadée. Elle n'a pas souri, pas tout de suite. Comme si elle ne faisait pas confiance au bonheur pour rester. Puis elle a jeté ses bras autour de mon cou, et a sangloté comme si son corps retenait son souffle depuis 9 ans. Je reste, a-t-elle étouffé. Tu restes, ai-je dit dans ses cheveux. Tu es à la maison. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, alors voilà à quoi ça ressemble, quand les gens essaient de racheter ce qu'ils ont jeté. Trop tard. 1 an plus tard, la maison est toujours la même à l'extérieur. À l'intérieur, elle ne l'est pas. Sophie a sa propre chambre maintenant. La sienne, pas pour l'instant. L'adoption est définitive. L'ordonnance du tribunal est définitive. Et non, Kayla n'a pas de droit de visite. Brendan non plus. Mes parents non plus. Sophie a exprimé sa position clairement, à plusieurs reprises, et pour une fois, les adultes aux commandes ont écouté. Ensuite, les papiers du trust sont arrivés, provenant de la succession de la mère du père biologique de Sophie, une femme que Sophie n'avait même jamais rencontrée. Ce n'était pas une rumeur, pas un petit héritage sympathique. 1 100 000 $. C'est bloqué dans un trust pour Sophie, et je suis l'administratrice. Alors, non, nous n'avons pas tout flambé dans une nouvelle voiture ou une maison plus grande. Ça va là où c'est censé aller, thérapie, école, stabilité, soins médicaux, tout ce que Sophie aurait dû avoir sans avoir besoin d'une ordonnance du tribunal pour l'obtenir. Quant à Kayla, j'ai coupé les ponts complètement. Numéro bloqué, email filtré, aucun contact.
J'ai appris par des parents que l'histoire s'était éruitée, et que c'était devenu très moche pour eux. Il s'avère qu'abandonner un enfant le soir de Noël ne s'accompagne pas de très bonnes critiques sociales. Sophie est en sécurité. Elle est stable. Elle vit enfin dans un foyer où l'amour n'est pas quelque chose que l'on mérite en étant petite et silencieuse. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez? Laissez un commentaire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous.